d'emploi. Ah, ça fait du bien de retrouver Parents-Enfants mode d'emploi les cours de récré après des vacances que j'ai pu avoir et je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour Dorothée Gabé. Bonjour Didier. Ça va bien? Mais très bien. Comme chaque fois que je vous rencontre, ça fait du bien. Je suis très content. Tous les chroniqueurs à qui je demande comment ça va, ils vont tous très très bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors Dorothée, aujourd'hui dans Parents-Enfants mode d'emploi, on va prolonger un petit peu une chronique que nous avions offert à nos auditeurs, enfin que vous aviez offert à nos auditeurs il y a quelques semaines de cela, sur, à la veille des examens, comment aider nos enfants à leur apprendre à apprendre. Et on avait travaillé, bien sûr, sur l'aspect mémorisation de cette étude. Et donc, comme nous avons reçu du courrier qui nous demandait d'expliquer encore un peu plus intensément ou plus en profondeur, eh bien, vous avez réfléchi à la question et vous vous êtes dit, je vais m'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints. Et donc, vous êtes venu avec un invité aujourd'hui que je vous laisse le soin de nous présenter. Merci Didier. Alors oui, aujourd'hui, donc, je suis venue avec Nicolas Lehette, qui est coach scolaire et qui, par ailleurs aussi, me forme moi-même en tant que futur coach scolaire. Et donc, j'avais envie qu'on continue donc sur comment apprendre à apprendre et finalement, en fait, comment se connaître mieux en tant que personne. Comment est-ce qu'on apprend? Voilà, est-ce qu'il y a différentes personnes qui apprennent de différentes manières? C'est ça la question qu'on avait envie d'aborder avec vous, Nicolas, aujourd'hui. Merci en tout cas pour l'invitation. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule forme d'apprentissage et que chacun a finalement sa propre façon d'apprendre. Il n'y a pas de réponse universelle à comment finalement on peut apprendre. On sait qu'il y a des stratégies plus ou moins intéressantes pour apprendre. On sait qu'il y a des gestes finalement qui sont importants, comme le temps d'étude. On pense toujours que faire plus, c'est faire mieux, mais pas nécessairement parce que l'être humain n'est pas fait pour rester 5 heures devant ses feuilles à être concentré à 100%. Et donc, finalement, il y a certaines idées reçues aussi qu'on peut... il y a des brise-glaces et finalement, pour les étudiants, un petit exemple, c'est il vaut mieux passer du temps de qualité sur ses études plutôt que du temps de quantité. Et on adapte aussi sa façon d'apprendre en fonction de qui on est et de sa façon de fonctionner, tout simplement. Ça, c'est un petit peu valable aussi pour les parents. Il vaut mieux passer du temps de qualité. J'allais le dire. Je peux me permettre une petite question. Je m'immisce du verbe m'immiscer. Quand on dit coach scolaire, vous vous occupez principalement des enfants ou bien vous aidez les parents à mieux faire fonctionner la scolarité de leurs enfants? Alors, le public cible, les premiers, ce sont les enfants, principalement les ados. Donc, pour apprendre à apprendre, c'est comme si un petit peu je vous donnais les ingrédients, mais sans la recette. Le coach scolaire va apporter la recette parce qu'on a les ingrédients qui sont la matière. Mais par contre, l'école n'apprend pas forcément à apprendre. Et donc là, c'est vraiment de pouvoir aider les enfants, les équiper, les outiller pour finalement apprendre dans la mémorisation, la concentration, la gestion du temps, etc. Mais je vous posais la question, et puis après je vous laisse Dorothée, tranquille. Mais je vous posais la question parce que vous disiez, si j'ai bien entendu, que chaque cas est un cas unique. Oui. Et donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence entre le fait d'être coach scolaire, donc ça veut dire d'apprendre à... J'imagine que vous le faites pas un par un, vous êtes devant une classe. Et donc là, à ce moment-là, par définition, ils ne sont pas tout seuls. Non, mais justement, le coaching scolaire, il y a du coaching individuel en one-to-one. Et donc là, du coup, il y a sensiblement des publics différents avec des attentes et des besoins différents. Et donc le but, vraiment, est de pouvoir d'adapter les services aux besoins et de pouvoir trouver finalement les outils qui correspondent au mieux à la façon de fonctionner de l'étudiant. C'est beaucoup d'essais-erreurs aussi. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres moins. Et donc on essaie de trouver finalement une panoplie d'outils qui fonctionnent bien pour la scolarité du jeune. Et ce sera ma dernière question. Après, je vous laisse vraiment, mais ça m'intéresse au plus haut point. Vous êtes attaché à une école en particulier ou bien vous êtes tout à fait indépendant et vous travaillez indépendamment et vous êtes appelé par des écoles pour intervenir, ou bien c'est les parents qui viennent vous voir en disant on a besoin de vos services? Alors on travaille vraiment sous forme de coéducation. Ça veut dire que je n'interviens pas au sein des écoles directement, j'interviens en cabinet chez moi en tant qu'indépendant. Maintenant, on travaille de concert autant avec les familles que les profs, et donc là, quelquefois les personnes qui sont les plus à même à pouvoir détecter certaines difficultés, ce sont les profs ou les parents. Et donc finalement, là, on travaille aussi avec les deux parties. D'accord, merci. Voilà, c'est comme ça, on a cadré le puzzle. Voilà. Parfait, merci pour ce cadrage. Peut-être juste pour revenir sur les principales croyances que les enfants, que les jeunes peuvent avoir au sujet des apprentissages. Donc on a dit de passer plus de temps de qualité que de quantité. Est-ce qu'il y a d'autres croyances qu'on pourrait défaire et juste d'aider en tout cas les parents ici, puisque notre public c'est surtout les parents qui pourraient eux-mêmes aider leur enfant sur dire mais non en fait tu as des mauvaises croyances pour les apprentissages. C'est vrai que chacun a sa façon, ses comportements pour apprendre. Il y a des patterns finalement qui sont là depuis très longtemps. C'est inculqué quelquefois par l'école, mais aussi par les parents parce qu'ils sont bienveillants, ils veulent donner des conseils à leurs enfants, mais quelquefois ils sont peut-être pas toujours les bons. Et dans les idées reçues et en particulier des
des ados. Certains pensent qu'il faut simplement lire ces feuilles pour mémoriser, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Lire et mémoriser, c'est deux gestes mentaux différents. Ça ne veut pas dire que si on lit, on ne mémorise pas, mais en tout cas, la rétention et l'ancrage au niveau de la mémoire sera beaucoup plus faible que si réellement on est dans une démarche, un geste mental de mémorisation. Au niveau du timing, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux passer du temps de qualité que de quantité. Donc on travaille par cycle, par bloc d'études. Alors quand je dis ça aux étudiants, ils aiment rigoler, mais c'est la réalité. Les pauses sont très importantes aussi. Et donc du coup, les pauses, c'est un petit peu comme une bibliothèque quand on veut étudier. Et donc, on doit ranger toutes ces informations. Il faut laisser du temps aussi au cerveau après l'étude pour qu'il puisse classer l'information et pas le surcharger comme ça. Alors, l'idée de passer des nuits blanches aussi avant des examens, on va approcher la période des examens, c'est aussi terrible parce que on va avoir l'impression que cette période de nuit blanche sera profitable, mais le lendemain, ça sera complètement, c'est pas pour ça que ça sera acquis et mémorisé, quoi. Oui, ben j'avais parlé de ça quand j'avais parlé aussi des flashcards, donc un outil en particulier pour la mémorisation et en fait des répétitions espacées pour justement permettre en fait d'ancrer l'information vraiment bien. Exactement. C'est le cerveau, on dit toujours que c'est use it or lose it. Ça veut dire ce qu'on on répète pas ou ce qu'on n'utilise pas, le cerveau les met aux oubliettes de la mémoire. Alors c'est pas pour ça qu'on les oublie totalement. C'est juste que ça sera dans une partie très basse et que l'étudiant, lorsqu'il va avoir besoin de l'information, ça va être dur à aller rechercher. Le chemin sera plus long. Okay. Super. Alors j'avais peut-être une autre question, c'est finalement notre enfant, s'il il a perdu un peu confiance, comment est-ce qu'on peut faire pour lui redonner? Si tu se trouves nul, je suis nul en maths, j'y arriverai jamais. Est-ce qu'il y a des astuces qu'on pourrait donner aux parents pour aider? Mais c'est déjà de pouvoir peut-être aller là où il est fort et de valoriser finalement plutôt l'effort que le résultat et de finalement essayer de transférer aussi, si un enfant est bon dans le sport, c'est de pouvoir prendre peut-être des habitudes ou des routines qu'il a dans le sport, essayer de les transférer aux apprentissages pour essayer de lui redonner confiance en ses capacités sans aller finalement faire ce qu'on appelle, ce qui est terrible en pédagogie, c'est de l'anxiété de performance. Et donc du coup de pas aller chercher la performance, mais chercher plutôt la satisfaction et le plaisir lié aux apprentissages. Alors c'est assez compliqué parce que tous les cours ne sont pas super chouettes, etc. Et donc il y a un effort à faire, mais si on trouve du plaisir dans la façon d'apprendre, on voit déjà que ça va redonner aussi goût aux apprentissages et finalement la motivation et la confiance en soi. Ok. Et est-ce qu'il y a un outil indispensable, vraiment, ou une méthode qui s'applique, plus de manière générale à une tâche en particulier, auquel vous pensez qu'on pourrait communiquer? Oui, ce que j'aime bien montrer lors des premières séances en coaching scolaire, c'est ce qu'on appelle le chapeau de la pensée. C'est justement essayer de cacher l'information pour essayer de l'évoquer. Donc, on peut très bien dire aux étudiants, on lit une première fois, une deuxième fois, on a besoin de nos sens pour pouvoir étudier, mais ensuite, il faut absolument cacher et il faut évoquer. Donc, les flashcards sont une méthode d'évocation. Le palais mental, comme vous avez fait aussi une chronique là-dessus, c'est aussi une méthode pour pouvoir évoquer. Donc, on cache et on va à un autre bout de la pièce et on peut essayer de se souvenir de ce qu'on a vu sur sa feuille et de le renoter pour vraiment essayer d'ancrer en mémoire. Juste une petite parenthèse, on pourrait peut-être faire un bref rappel de ce qu'est le palais mémoire. Le palais mental. Palais mental, pardon. Oui, donc c'est une méthode. Peut-être que Nicolas peut expliquer en 2 mots. Oui, pour rafraîchir la mémoire justement de nos auditeurs qui n'ont peut-être pas étudié la chronique. Il y a plusieurs noms à ça. On appelle ça aussi la méthode Eloki ou la méthode des lieux. C'est essayer de spatialiser l'information et d'essayer d'étudier en mettant un maximum de sens et de contexte et d'essayer de finalement avoir plusieurs endroits, un endroit en particulier comme généralement les étudiants partent de leur chambre pour essayer de mettre des informations à un endroit précis pour créer ce qu'on appelle une association dans le cerveau, qui est chose très importante parce que on a 2 parties dans le cerveau, le gauche, la partie rationnelle, mais on a aussi la partie liée aux émotions, aux images, au vécu, et celle-là est d'autant plus importante aussi. Bien, ça faisait du bien de le rappeler aussi. Dorothée? Oui. Encore une question à notre invité. La dernière, hein? La dernière. Enfin, si vous voulez. Est-ce qu'il y a donc on parlait du chapeau de la pensée, et donc comment est-ce qu'en pratique ils peuvent mettre ça, les étudiants en pratique? Oui. Parce que par exemple, juste parlons de la dictée, parce que ça, je sais que c'est un exemple concret que les parents ne savent pas très bien comment aider leurs enfants pour les dicter. Je sais que là, on peut utiliser, pas juste recopier les mots de la dictée, c'est pas très utile. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer on fait un délestage progressif, et donc on peut donner des indices de récupération aux enfants. Et donc on lit une première fois sa dictée, on lit une deuxième fois, puis on le cache. On essaye tout simplement de partir d'une page blanche et de noter tout ce qui revient en tête une première fois, et ensuite on vérifie. Ce qui est important, c'est d'avoir le feedback, le retour, et de pouvoir vérifier si les informations sont bonnes ou pas. Et puis, on avance comme ça, étape par étape.
Ok, donc super. Mais donc au lieu ou alors même de donner, l'enfant va aller se promener et donc mettre l'information à un endroit et puis aller récupérer l'information ailleurs pour être sûr qu'en fait il l'évoque. C'est ça, d'aller voir le plus important, finalement dans sa perception de lire une fois, de le lire, le répéter, et puis d'aller à un autre endroit de la pièce et de pouvoir renoter et puis aller vérifier si l'information est bonne. On peut faire ça avec du polonais, du russe, avec des chiffres et pour vraiment s'exercer, pour comprendre un peu le mécanisme. Et c'est important pour les enfants de pouvoir avoir cette prise de conscience aussi de la façon dont le cerveau fonctionne pour justement après le mettre en pratique dans sa scolarité. Ok, super. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et Dorothée, vous avez créé une nouvelle page Facebook, m'avez-vous dit? C'est plus qu'une page, c'est même un groupe. Un groupe? Oui, alors j'ai envie de communiquer un peu davantage et de créer une communauté. Donc ça s'appelle Des ailes pour grandir. Vous pouvez faire une petite recherche sur Facebook et c'est vraiment destiné aux parents qui veulent accompagner leurs enfants à se découvrir et développer leur potentiel. Bien, merci Dorothée, merci Nicolas Loët d'être venu. Merci Nicolas. C'est vrai qu'on pourrait s'étendre. Il y a beaucoup. Et croyez-moi bien, c'est pas la dernière fois que vous êtes dans cette matinale. Voilà, ça me titille bien ce genre de sujet. Je reviendrai avec plaisir. Je l'espère bien. À très bientôt, dans 15 jours, Dorothée. Oui, avec plaisir. Eh oui, parents, enfants.